Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bienvenue à ce webinaire sur la réduction de la consommation d'énergie dans deux secteurs prioritaires, le secteur du transport des marchandises et celui des bâtiments résidentiels. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux récents diplômés de la maîtrise en gestion durable, Christian Yameogo et Adrien Vauquelin, qui sont aujourd'hui, qui étaient étudiants sous ma supervision il y a pas dans les derniers mois. Et Christian est aujourd'hui chargé de projet en mobilité durable au Centre de gestion des déplacements de la région métropolitaine de Montréal. Adrien, lui, est responsable du développement de produits chez Helios Exchange, qui est une organisation qui fait une compagnie qui fait des évaluations d'efficacité énergétique dans des bâtiments avec des propositions. Et c'est là-dessus que va porter sa présentation sur les bâtiments résidentiels au Québec. Mais on va commencer avec Christian et le transport des marchandises. Donc, deux secteurs, comme je disais, le secteur du transport et le secteur des résidences qui sont extrêmement importants pour la lutte contre les changements climatiques parce qu'il va falloir réduire notre consommation d'énergie si on veut atteindre nos objectifs parce qu'il y aura beaucoup d'énergie renouvelable qui doit être utilisée et si on utilise autant d'énergie que ce que nous utilisons aujourd'hui, qui n'est d'énergie non renouvelable, eh bien, on aura des enjeux pour justement aller chercher cette énergie renouvelable. Donc, dans le secteur du transport des marchandises, important d'agir. Christian, je te cède la parole. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Écrivez vos questions et il y aura une période de questions spécifique pour Christian entre 11h20 et 11h30 et il y aura une période de questions spécifique pour Adrien à la fin de sa présentation. Donc, n'hésitez pas. Posez vos questions par écrit, je vais les transmettre pour vous. Et là, Christian, c'est vrai, je te cède la parole et nous nous éclipsons le temps de la présentation. Merci. Alors, pendant que ma présentation s'affiche, je voudrais aussi dire merci en fait à la chaire du secteur de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal et également dire merci à ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la rédaction de ce rapport. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter en fait ce rapport intitulé Revue des pratiques internationales pour décarboner le transport des marchandises et perspectives pour le contexte du Québec. Et voici comment va se dérouler. Je m'excuse. Voici comment va se dérouler en fait la présentation. Alors, premièrement, nous allons faire un bref aperçu du contexte et également vous présenter ensuite les différentes pratiques qui ont été justement étudiées lors de ce rapport et vous donner les quelques pistes de solutions que nous avons élaborées aussi pour le contexte québécois. Alors, en ce qui concerne le contexte, il faut noter que les émissions de GES depuis les années 90 n'ont cessé de croître pour atteindre un niveau de presque 33 gigatonnes équivalent de CO2 en 2018, avec comme principaux contributeurs le secteur de la production d'électricité et de chaleur, le secteur du transport et le secteur de l'industrie qui, à eux seuls, représentent environ 85% des émissions globales. Et pour le secteur du transport, il représente à lui seul 25% en fait, environ d'émissions. Et selon les données de l'OCDE, en 2015, le volume des transports de marchandises vont évoluer jusqu'en 2050 à hauteur de environ 3,4% annuellement, et ce qui va représenter en 2050 environ le triple des volumes de 2015. Donc, ce qui est quand même inquiétant si rien n'est fait. Alors, nous avons également essayé de faire jeter un regard sur les émissions du secteur des camions lourds et des autobus. Et comme vous le voyez dans ce graphique, il se dégage qu'on peut attribuer en fait trois catégories d'élèves, si je peux le dire ainsi. Il y a ceux qui ont réussi quand même à faire baisser leurs émissions du secteur, notamment des pays comme le Japon, la Suède ou le Royaume-Uni. Et il y a ceux qui ont réussi à avoir une tendance faible à l'évolution, comme la France ou la Belgique ou la Suisse.
Et il y a ceux qu'on peut qualifier aussi de mauvais élèves, comme le Canada, par exemple, dont les émissions ont augmenté de plus de 28% et 228%, pardon, durant la période. Alors, et le contexte québécois n'est pas tout à fait différent parce que même si au niveau du Québec, les émissions globales ont baissé légèrement, il faudra noter que les émissions du secteur du transport ont beaucoup augmenté et aujourd'hui, le secteur du transport représente environ 45% des émissions du Québec. Et cela, bien sûr, il faudra le noter que c'est dû au fait que la production d'électricité est principalement de sources hydroélectriques. Alors, qu'en est-il des pratiques qui ont été justement étudiées? Alors, je vais passer en revue les pratiques avec quelques petits exemples. Alors, la première pratique, il s'agit des tarifications et des mesures incitatives. Et vous savez que les tarifications et les mesures incitatives sont mises en place généralement au gouvernement pour justement favoriser la transition vers des modes plus durables, des modes de transport plus durables. Et nous pouvons parler des taxations, des subventions et des péages, etc. Et ici, je vais vous donner le cas en fait de l'Allemagne, donc avec la tarification des poids lourds basée sur la distance. Alors, l'Allemagne, qui est le plus gros pays en fait en Europe de transit, de transport justement de marchandises, se fait en fait traverser par des camions qui transitent juste à travers l'Allemagne. Et dans la mesure du possible, en fait, ces camions-là se ravitaillent en carburant ailleurs parce que le carburant coûte plus cher en Allemagne et donc évite de contribuer soit au financement des infrastructures ou même à payer pour des externalités liées au transport. Alors, c'est dans ce sens-là que l'Allemagne a mis en place justement cette taxation pour permettre justement de prendre en compte non seulement l'usure des infrastructures, mais également d'intégrer d'autres externalités liées au transport, notamment la pollution sonore, la pollution atmosphérique et la congestion. Donc, il existe maintenant des techniques qui permettent d'internaliser, de monétariser en fait ces externalités, et donc ces externalités ont été prises en compte. Alors, quels sont les constats qui ont été faits en termes de tarification et des mesures incitatives? Il faut noter que cela permet de financer des infrastructures ou de financer la recherche et développement. Cela permet également d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies et aussi très souvent le transfert vers des modes de transport qui sont plus économes et moins polluants. En termes d'enjeux, il y a le fait que certaines études révèlent que les coûts versus les avantages ne sont pas toujours avérés et qu'il y a la difficulté aussi à internaliser certaines externalités, notamment par exemple l'effet des externalités liées à la santé humaine et l'harmonisation aussi et la communication des normes d'émission que nous verrons plus tard. Pour l'intermodalité, alors, il faut noter que l'intermodalité et le transfert modal, en fait, peuvent s'avérer très souvent complexes, mais cela représente quand même un très bon potentiel, en fait, pour lutter contre les changements climatiques. Et dans ce cas, je voudrais vous partager l'exemple du transfert route-rail de transport de marchandises en Suisse, où la Suisse, pour justement atteindre en fait ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050, l'a inscrit en fait dans sa constitution et cela notamment permis en fait au gouvernement de pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures, notamment le financement d'infrastructures ferroviaires, l'axation, puis de mettre en place certaines restrictions, par exemple comme des restrictions de volume, des restrictions de poids, des restrictions, par exemple, d'heures de circulation, de zones de circulation des camions. Et toutes ces mesures ont permis en fait à la Suisse de faire justement ce transfert vers le rail qui représente aujourd'hui environ 25% du transport de marchandises de la Suisse et environ 70% du transport justement de la région transalpine. Alors, quels sont les constats qui ont été faits sur cette pratique? Il faut voir que cela permet de réduire justement le volume de transport, notamment de transport routier et l'impact environnemental, notamment à travers des économies d'énergie. Et en termes d'enjeux, il faut noter que ce sont des itinéraires, notamment les corridors intermodaux, sont des itinéraires très peu flexibles et donc ne permettent pas aux acteurs en fait une certaine flexibilité. Et aussi, la rentabilité nécessite souvent de longues distances. Certaines études proposent même des distances minimales de 500 km pour que les corridors, par exemple, puissent être rentables.
Et il y a le risque aussi de transfert inverse du fret maritime vers des corridors multimodaux, notamment à cause des réductions de temps justement de livraison. Alors, la troisième pratique répertoriée, il s'agit de l'électrification. Alors, on peut s'étaler en long en large sur l'électrification. Et dans le cas des camions électriques lourds, en fait, il y a deux façons, soit de construire d'abord des corridors et des autoroutes électriques sur lesquelles on installe des postes de recharge, des bornes de recharge à certaines distances pour permettre aux camions de se recharger, ou de mettre en place justement le système de caténaire appelé e-highway. Alors, dans ce sens, je vais vous partager justement l'exemple de e-highway, qui est le système d'autoroute électrique, en fait, qui est alimenté, alimente en fait les véhicules par un mouvement pendant qu'ils circulent à l'aide de caténaires aériens par conduction ou par induction au sol aussi. Alors, le système de caténaire aérien, qui était celui que nous avons plus exploré, consiste en fait à transmettre l'énergie au moyen de pantographes fixés en fait sur le toit des camions, et cela permet aux camions de pouvoir être rechargés aussi pendant qu'ils circulent. Et c'est le même principe que dans le cas des trains électriques ou des tramways. Mais cependant, il faudra que ces véhicules soient dotés quand même de sources d'énergie secondaires qui leur permettent, par exemple, de pouvoir continuer à circuler lorsqu'ils quittent, par exemple, le corridor électrifié. Alors, dans le cas c'est une technologie qui a été développée par la compagnie allemande Siemens en collaboration avec plein d'autres pays ou d'autres programmes. Et je voudrais vous parler de l'exemple de la Californie. Le premier, en fait, a été développé en Allemagne, puis ensuite, on a eu des expérimentations aussi en Suisse et en Suède. Et la Californie, le plus gros projet actuellement mis en œuvre en Californie pour les ports de Long Beach en Californie. Et cela va consister à construire justement une autoroute de 32 km environ, électrifiée, pour permettre justement aux camions de pouvoir desservir ces ports-là en Californie. Et cela devrait permettre à la Californie d'économiser environ 6 millions de tonnes en fait, d'émissions de GES par an à travers ce système-là. Et à cet égard également, la chaire aussi a mené une étude dans le cas du Canada, une étude de faisabilité justement de cette technologie e-highway. Alors, quels sont les constats qui ont été faits? Le premier avantage, c'est la réduction de la pollution et de la pollution environnementale et sonore, bien sûr, et aussi le fait que les systèmes e-highway est facilement adaptables aux infrastructures existantes, et également l'efficacité d'alimentation des moteurs électriques. Mais en termes d'enjeux, comme je le disais, il faudrait que ces camions soient dotés d'autonomie, par exemple, pour pouvoir continuer à circuler lorsqu'ils quittent, par exemple, le corridor électrifié. Et il faudra aussi déployer pour le cas, justement, des corridors électriques, un vaste réseau de recharge, par exemple. Et il y a aussi le fait des coûts d'investissement. Il faut noter que, par exemple, dans le cas des technologies e-highway, le coût d'investissement varie entre 1,6 et 2,2 millions par kilomètre, ce qui peut représenter environ 4 fois le coût pour l'électrification, par exemple, d'une ligne de train. Alors, et bien sûr, toujours dans le cadre de l'électrification, il faut voir aussi l'efficacité en fonction de la source d'électricité. Si on produit, par exemple, de l'électricité à travers le charbon, il faudra bien sûr prendre en compte la pollution induite dans le secteur de la production d'électricité. Alors, en ce qui concerne maintenant les carburants alternatifs, il faut noter qu'il y a un certain nombre de carburants qui ont actuellement le vent en poupe. Il s'agit notamment de l'éthanol, du biodiesel, de l'hydrogène et aussi du gaz naturel liquéfié et comprimé. Alors, ici, je vous partagerai le cas de réseaux de ravitaillement en hydrogène en Allemagne, qui a été mis en place en fait à travers un consortium de compagnies qui ont aidé de mettre en place ce projet en 2005. Et donc de mettre en place un réseau de distribution d'hydrogène. Et à partir de 2005, les premières stations ont vu le jour et l'Allemagne a continué à développer justement ce secteur pour pouvoir avoir un réseau très vaste. Et aujourd'hui, il y a un réseau en Allemagne de plus de 91 stations de ravitaillement en hydrogène.
Et d'autres projets en cours de développement permettront en fait à l'Allemagne de pouvoir développer plus de stations d'ici 2023. Environ 400 nouvelles stations vont être mises en place. Alors, en termes de constat, il faut noter que si les énergies, les carburants alternatifs sont encore très populaires, c'est parce qu'à cause de leur densité énergétique, leur portabilité et le stockage qui est encore comparable au pétrole, il faut noter aussi qu'ils sont facilement adaptables aux infrastructures de distribution. C'est notamment, par exemple, le cas de l'Allemagne où les standards de sécurité pour la distribution de l'essence et du diesel sont pratiquement les mêmes que pour le gaz naturel comprimé et liquéfié. En termes d'enjeux, il faut noter qu'il y a les sources de production qui sont très polluantes. Par exemple, si on utilise du charbon pour produire soit de l'hydrogène ou produire d'autres types de sources, ça reste quand même polluant. L'avantage aussi du gaz reste marginal par rapport au pétrole. Et aussi, il faut noter que le déploiement des réseaux de stations est comporte des risques de sécurité plus élevés à cause que, par exemple, dans le cas de l'hydrogène, on sait que l'hydrogène est une molécule très volatile et donc le risque est encore plus élevé. Et il y a le coût de production également qui sont très élevés, notamment, par exemple, pour produire 1 kilogramme d'hydrogène vert, cela peut représenter jusqu'à 8 à 9 dollars américains. Et cela nécessite, par exemple, 50 kilowatts d'électricité et 9 litres d'eau pour pouvoir, par exemple, produire 1 seul kilogramme d'hydrogène vert, sans compter les pertes d'énergie qui peuvent varier, les pertes qui peut varier entre 40 à 57%. Alors, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, très rapidement, il faut noter que l'efficacité énergétique au niveau des camions lourds est très récente comparativement au niveau des véhicules légers. Et ces différentes normes-là fixent en fait des limites ou des seuils de pollution admissibles pour les différentes catégories de camions. Et il y a plusieurs normes, comme vous le voyez, les normes européennes, les normes américaines, chinoises, indiennes, ainsi de suite. Et le constat sur cet fait, c'est qu'il y a de la place pour effectivement améliorer l'efficacité énergétique et il y a de l'expérience due à l'expérience acquise avec les véhicules légers. Et les bénéfices sont également supérieurs aux coûts et les moteurs sont nettement améliorés. L'enjeu principal de cette pratique, c'est la multiplicité des normes. Comme je vous le disais, il y a des normes chinoises, des normes américaines et toutes ces normes, aussi variées qu'elles sont différentes les unes que les autres. Et il y a aussi le retard accumulé dans la mise en œuvre parce que presque ces normes aussi entrent en vigueur le plus proche possible, c'est en 2025 et il y en a d'autres qui entrent en vigueur en 2030. Donc, on a encore du chemin à faire dans ce sens-là. Enfin, les systèmes de transport intelligents. Alors, il faut noter que ce sont des pratiques qui viennent en complément aux autres pratiques, accélérer justement la transition. Et dans ce sens, je voudrais vous parler du programme SmartWay, qui est un programme développé par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement et qui permet en fait un échange de données et un échange entre les différents acteurs de la chaîne logistique qui permet justement de pouvoir, mettons, à un client de pouvoir rechercher par exemple les acteurs qui ont le moins d'impact, les acteurs de la chaîne logistique qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement et de pouvoir faire affaire avec cela. Et le programme offre justement une certification, un label SmartWay qui permet de déclarer ces détenteurs comme d'autres gouvernements comme le Canada ou le Mexique et aussi par plusieurs entreprises qui ont adhéré. Quels sont justement les constats en fait qui sont faits sur les technologies? Il faudra, comme je le disais, ils sont complémentaires aux politiques et les pratiques de durabilité. Ils permettent d'améliorer aussi la performance et les coûts et la réduction des déplacements vides, comme je le disais. L'échange d'informations permet, par exemple, de savoir quels sont les trajets, les itinéraires, par exemple, qui seront empruntés et donc de réduire justement les déplacements vides. En termes d'enjeux, il y a le fait que cela ne permet pas encore de prendre en compte l'intermodalité. Les systèmes de transport intelligents sont juste développés pour l'instant en fonction de chaque mode individuel. Donc, cela
ne permet pas l'intermodalité pour l'instant. Et aussi, comme dans toute situation de collecte et de gestion de données, il y a justement la protection des données qui est un enjeu. Alors, pour finir, je vous parlerai de quelques pistes d'action que nous avons proposées et vous aurez plus de détails comme nous manquons de temps pour vous les présenter en détail. Mais il s'agit dans le contexte québécois de renforcer les mesures incitatives qui existent, d'adopter de nouvelles mesures coercitives surtout parce que les études ont démontré que les mesures coercitives ont plus d'impact en fait que les mesures incitatives. Également, internaliser les externalités liées au transport, notamment en mettant en place des péages, par exemple, comme en Allemagne, des péages qui prennent en compte les externalités, et en élaborant un plan d'industrialisation de l'hydrogène. Et vous avez dû noter également que récemment, le Premier ministre du Québec aussi en a fait cas. Et donc, le Québec veut s'engager justement dans cette perspective-là. Et le développement de technologies et des systèmes de transport intelligents. Ensuite, l'élaboration d'un plan d'électrification des transports de marchandises. Je précise bien des transports de marchandises parce qu'il existe déjà un plan d'électrification des transports et donc il s'agirait d'élaborer un plan du sous-secteur transport de marchandises. Et enfin, ensuite, en fait, investir dans la recherche et développement et dans des infrastructures d'avenir parce que les études montrent également que, par exemple, l'investissement dans la recherche et développement porte plus de fruits que le renforcement, par exemple, des mesures incitatives. Et enfin, l'adoption de mesures de décarbonation pour les derniers kilomètres en milieu urbain surtout. Donc, cela permettrait de pouvoir également lutter contre les changements climatiques et de réduire justement les émissions de GES. Et bien sûr, les questions sécuritaires. Alors, vous pouvez trouver plus de détails sur chacune de ces pistes d'action dans le rapport final et vous aurez plus de détails sur ces propositions-là. Alors, sur ce, je vous dis Barka, qui veut dire tout simplement merci dans ma langue maternelle. Et je laisse la parole à Pierre-Olivier pour des questions ou des contributions. Merci. Merci beaucoup, Christian. Ce que j'apprécie beaucoup dans ta présentation et dans ton travail, c'est que justement, tu montres une panoplie d'options qui sont envisageables pour réduire les émissions dans le secteur du transport de marchandises. Souvent, on a tendance à se focaliser sur certains enjeux techniques ou certaines solutions. Et d'ailleurs, les questions qui sont posées sont très sur certains enjeux, notamment les caténaires. Et donc, on a quelques questions sur les enjeux des e-highway, liés au e-highway. Donc, Philippe Gauthier pose la question suivante. Quelle est la durée de vie d'un système caténaire? Combien de passages de camions peut-il supporter avant que l'usure des fils n'oblige à leur remplacement? Un faible nombre de trains et un grand nombre de camions n'ont pas le même impact sur l'usure des systèmes. Alors, je ne sais pas, Christian, si tu peux commenter là-dessus, mais si tu le peux, vas-y. Oui, en fait, nous n'avons pas vraiment étudié justement sur les questions, par exemple, d'usure des infrastructures. Mais nous estimons, parce que c'est le même système pratiquement que pour les tramways ou pour les trains, donc j'estime que ça pourrait probablement être la même chose, mais bien sûr avec certaines variations et certaines conditions à prendre en compte, cela pourrait varier. Donc, je ne pourrais pas reprendre avec précision sur la durée de vie, mais certaines études pourraient montrer en fait qu'il reste quand même bénéfique en fonction de la quantité en fait du volume qui vont l'emprunter et aussi de la quantité en fait de camions qui pourraient être utilisés. Je ne sais pas si Pierre-Olivier veut ajouter. Je n'ai pas la connaissance technique non plus. Simplement, dans les systèmes de tramway, sont utilisés depuis des années, depuis en fait, plus de 100 ans dans plusieurs villes. Montréal a eu un tramway et en général, dans les tramways, il y a des passages très fréquents et l'usure des caténaires n'a jamais, semble-t-il, été un problème discuté à grande échelle.
Jean-Philippe Hardy pose la question sur le surcoût des camions à caténaire par rapport à un camion diesel standard. Je sais que Johan Whitmore, qui a travaillé sur ces questions-là, répond, mais Christian, si tu as eu des informations là-dessus, vas-y. Oui, pendant l'étude, on a effectivement eu des informations. C'est des surcoûts qui peuvent être évalués à jusqu'à 25, plus de 25 000 dollars par camion, mais c'est des surcoûts qui peuvent être rapidement récupérés avec l'abandon en fait, de l'utilisation de carburants fossiles. Les économies qui vont être réalisées peuvent rapidement compenser en fait ce surcoût-là. Et l'avantage aussi de cela, c'est que ça permet de prendre en compte déjà le modèle de camion qui existe, notamment les modèles hybrides qui existent, sont facilement adaptables aussi au système de pantographe. Merci. Il y a Frédéric Bell qui demande, qui pose une question par rapport aux enjeux financiers. Comment financer toutes ces infrastructures? Alors, je te laisse répondre, Christian, puis j'aurai peut-être quelque chose à dire après. Alors, comme on l'a dit, il y a, par exemple, à travers les mesures tarifaires, les mesures de tarification, permet en fait de collecter. Notons qu'on fait une tarification, par exemple, en fonction de la pollution, comme cela se fait en Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a une taxe à la pollution. La taxe remplace en fait la taxe annuelle qui devient une taxe à la pollution. Et en fonction de cette taxe-là, de la pollution du véhicule, on peut récolter beaucoup d'argent et à travers justement, par exemple, cela, financer d'autres infrastructures ou financer d'autres mesures qui vont permettre de faciliter la transition. Mais il y a également qu'il faut une certaine volonté politique. Par exemple, arrêter de subventionner, utiliser les fonds qui sont utilisés pour subventionner, par exemple, le pétrole ou les énergies fossiles pour financer ou refinancer en fait des infrastructures ou des modes de transport plus durables. Et peut-être, de façon complémentaire, le transport ferroviaire coûte moins cher que le transport routier. Le différentiel de coût est évidemment très important. Aujourd'hui, si le transport ferroviaire n'est pas plus développé, c'est en grande partie parce qu'il y a des contraintes logistiques qui pourraient être levées évidemment avec des gros investissements dans des nouveaux corridors et des centres de transfert modaux. Mais si la société investissait dans ce type d'infrastructure ferroviaire, ultimement, ça coûterait moins cher que le transport routier aujourd'hui sans la pollution. Donc, ce n'est pas tant une question financière qu'une question d'organisation. Comment mobiliser les investissements pour aller vers ce genre de solution. Il y a Lucas Tremblay-Robert qui demande si le gaz naturel renouvelable comme combustible présente un potentiel intéressant par rapport à l'hydrogène. Le gaz présente un potentiel du fait justement de, comme on l'a dit, de ces tribunes qui sont semblables au pétrole, mais et aussi de la facilité à sa production comparativement, par exemple, à l'hydrogène qui coûte encore beaucoup trop cher et dont il y a encore beaucoup de pertes d'énergie. Mais comme on l'a dit, en fait, le gaz, dans certains cas, pourrait quand même ne pas représenter un si gros avantage parce que, mais notons que, par exemple, il y a des fuites de gaz, par exemple, et que le gaz est brûlé ou consommé, il représente un facteur de pollution qui peut être 25 fois plus élevé que le pétrole, par exemple. Donc, ça fait que ça limite, par exemple, ce potentiel-là, mais comme aussi on le dit pour l'hydrogène, c'est encore une technologie nouvelle et il y a beaucoup de choses à faire encore pour pouvoir le rendre plus disponible et aussi à moindre coût. Je pense que ce que tu faisais référence, le 25 fois plus élevé, c'est le pouvoir de réchauffement planétaire du méthane par rapport au CO2. Mais si on brûle le gaz naturel, donc il y a des enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel renouvelable ou gaz naturel par rapport au pétrole. Il ne faut pas qu'il y ait d'émanation parce que, comme tu le dis, c'est le méthane qui peut être plus dommageable s'il s'enfuit dans l'atmosphère.
Peut-être un argument en faveur du gaz naturel renouvelable par rapport à l'hydrogène, c'est qu'on a les infrastructures de distribution sont déjà présentes. Et pour l'hydrogène, il faudrait créer de toutes nouvelles infrastructures de distribution. Et ça, c'est un gros coût. Une dernière question de Sébastien Comazzi. Est-ce que l'évaluation des solutions ont été effectuées en considérant les émissions directes ou une approche cycle de vie pour dans ton analyse? Ça a été évalué juste en considérant en fait les émissions, pas l'évaluation cycle de vie. Et dans le rapport final, vous allez voir qu'on a essayé aussi de faire une analyse synthèse en fait de toutes ces pratiques-là en fonction des pays qui les ont mises en œuvre et de voir comment est-ce que cela a permis justement de jouer sur les émissions globales en fait sur une certaine période. Et cela a démontré en fait que plus les mesures sont coercitives, plus les mesures sont agressives, les pays arrivent quand même à contrôler les émissions de gaz à effet de serre, mais nous ne l'avons pas fait sur tout le cycle, notamment, ça n'a pas pris en compte, par exemple, le cycle, par exemple, de construction des véhicules. C'est vraiment juste sur le cycle de vie, en fait, de cycle de production de gaz à effet de serre pendant les transports. Merci Christian, merci pour le respect du temps, c'est très apprécié. Je tiens à rappeler qu'évidemment, cette étude ne prétend pas résoudre tous les problèmes, mais vraiment visait à offrir un panorama de ce qui est fait dans d'autres pays qui réussissent beaucoup mieux que le Canada et le Québec à contenir ou même réduire les émissions de gaz à effet de serre en transport des marchandises. Donc, allez lire le rapport parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont dedans. Merci beaucoup Christian, on passe tout de suite à Adrien. Donc Adrien, je t'invite à partager ton écran. Pendant qu'il arrive le chat, on a un petit peu perdu le contrôle du chat, donc il y a beaucoup de commentaires. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires, on va y répondre comme on peut. Mais on passe à Adrien. Adrien, je m'éclipse, je te laisse l'écran et le contrôle. Okay. Alors juste, Pierre-Olivier, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, on t'envoie, c'est parfait, on t'entend. Ok, parfait. Bonjour à tous, merci Pierre-Olivier de me donner l'opportunité de présenter les résultats ou en tout cas le contenu de mon travail de fin d'études intitulé « Quantification du potentiel d'efficacité énergétique du parc de logements québécois, des térawattheures à portée de main ». Alors aujourd'hui au programme, je vais rapidement présenter l'état du parc résidentiel québécois, les politiques gouvernementales qui entourent l'efficacité énergétique au Québec, faire une description et présenter les objectifs de cette étude, parler de la méthodologie qui a été utilisée, présenter brièvement les résultats et puis formuler des recommandations émanant de ces mêmes résultats. Alors, concernant l'état du parc résidentiel québécois, il est important de préciser que les maisons individuelles représentent 74% des bâtiments du parc. Alors là, je tiens juste à préciser que je parle de bâtiments et non pas de logements. Les immeubles, quant à eux, représentent 6%, parce que je considère qu'il y a 20 logements dans chacun des immeubles. Néanmoins, si on considère le nombre de logements, la majorité des logements se retrouvent dans des immeubles. C'est-à-dire qu'on aura 54% du nombre total de logements qui sera logé dans des immeubles. Et ensuite, 20% des bâtiments sont des maisons rangées. Alors, la majorité des maisons se trouvent en région, alors que la majorité des immeubles se trouvent en ville. Alors, c'est important de le préciser parce que derrière, dans nos calculs énergétiques, ça va avoir une importance. Ensuite, le parc résidentiel québécois est plutôt jeune, puisque 57% des bâtiments ont été construits après 83. Plutôt jeune par rapport à, par exemple, un parc résidentiel européen. On compte quasiment 20% de bâtiments qui ont été construits après 2005, donc quasiment 20% de bâtiments qui ont été construits selon des normes plus performantes, et puis 43% qui ont été construits avant 83.
Alors, la répartition de la consommation énergétique par type de bâtiment, on voit rapidement que la part du Léon est attribuée au chauffage, puisque dans les maisons individuelles, on va compter quasiment 70% de la consommation d'énergie qui sera directement imputée au chauffage, contre 60% dans les maisons rangées et 60% dans les immeubles résidentiels. Ensuite vient les équipements électriques, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et enfin la climatisation. Alors, je pense qu'on peut assez facilement l'expliquer avec la rudesse du climat du Québec. On peut facilement expliquer cette distribution due à la rudesse du climat québécois. Alors, enfin, 67% des bâtiments sont chauffés à l'électricité, c'est-à-dire que 67% des bâtiments sont décarbonés, étant donné qu'ils utilisent de l'hydroélectricité. 27% de la surface totale du parc est climatisée. Alors, cette part est en constante augmentation. Et puis, en termes de consommation par logement, les maisons individuelles sont bien plus énergivores que les immeubles. Alors là, je tiens juste à préciser que l'étude va porter uniquement sur les bâtiments chauffés à l'électricité, puisque sinon, ça nous aurait demandé de faire beaucoup trop de modèles dans nos simulations énergétiques. Maintenant, concernant les politiques gouvernementales, il y a 2 programmes qui existent, le programme Chauffer Vert et le programme Réno-Climat. Le premier consiste à remplacer un système de chauffage polluant par un système décarboné, style une thermopompe. Et puis le deuxième, Réno-Climat, consiste à donner des subventions lorsqu'on va travailler sur l'isolation, sur l'enveloppe de notre bâtiment. Alors, quelques remarques concernant ces programmes. Ils ne comptabilisent pas les inégalités de climat au sein de la province. On le verra tout à l'heure. L'âge et le type de bâtiment ne sont pas non plus considérés. On a vraiment un programme qui va être le même pour tout le monde, pour tous les types de bâtiments, pour toutes les situations, toujours en restant dans le résidentiel, bien entendu. Il n'existe pas de réglementation contraignante. Il n'y a pas de loi ou de pollueurs-payeurs, etc., mauvais élèves. Ça n'existe pas. Et puis, il n'y a pas de système d'évaluation obligatoire de la performance des bâtiments, comme on pourrait retrouver par exemple en France, avec les étiquettes diagnostiques de performance énergétique, où on va pouvoir rapidement avoir une idée de où se place le bâtiment par rapport au reste du parc résidentiel. Alors, description de l'étude, tout d'abord, on va simuler des bâtiments de référence représentatifs du parc résidentiel québécois. Ensuite, on va simuler des scénarios de rénovation énergétique sur chacun de ces bâtiments de référence pour ensuite analyser les gains énergétiques pour chacun de nos scénarios et puis analyser la rentabilité et les opportunités économiques qui vont en découler. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on va chercher à faire ces simulations ? Pour pouvoir mettre en lumière les scénarios de rénovation les plus profitables, à la fois sur le plan énergétique, c'est-à-dire les kilowattheures qu'on va économiser dans chacun de nos scénarios, et puis à la fois sur le plan économique, donc lesquels vont être les plus rentables, où vont se loger les meilleures opportunités au sein de ces différents scénarios. Et tout ça dans le but ultime de nourrir la réflexion afin d'émettre des recommandations aux différents acteurs de l'efficacité énergétique au Québec. Alors, la méthodologie utilisée. Alors, en premier lieu, on a cherché à créer 27 bâtiments de référence en fonction du type de bâtiment, du type de chauffage, climatisation et de la date de construction. Et dans chacun de ces 27 bâtiments, en fait, on va définir des caractéristiques qui seront propres à chacun de ces bâtiments pour pouvoir les simuler ensuite. Donc là, on a découpé en 3 périodes de construction. On aurait pu le découper en plus de périodes de construction, mais ça aurait mis beaucoup plus de données à traiter. Donc, ça aurait demandé plus de moyens aussi pour traiter cette quantité croissante de données. Donc, on a choisi les bâtiments construits après 2005, construits entre 83 et 2005 et construits avant 83. Et dans chacune de ces périodes de construction, on va avoir des maisons individuelles, des maisons rangées et des immeubles résidentiels qui seront soit avec plainte électrique et sans climatisation, avec plainte électrique et avec climatisation, ou avec thermopompe. Voilà. Donc, ça fait 27 bâtiments de référence qu'on va créer et qu'on va simuler dans 2 zones climatiques.
Donc, voilà, parce que au Québec, on retrouve 2 zones climatiques selon la classification internationale HRAE. Donc, la zone 6, il me semble qu'il la caractérise comme froide, et la zone 7 très froide, ou oui, je pense que ça froide et très froide. Et en fait, comment on a redécoupé notre parc résidentiel? On a choisi d'utiliser la répartition de la population. Donc, en fait, on a défini que 60% de la population vit en zone 6, donc dans la zone la plus chaude, comme vous pouvez le voir sur la map. Donc, ça va être vraiment le sud du Québec. Et puis, 40% vit dans la zone la plus froide. Donc, en fonction de ça, on va redécoupler nos bâtiments de référence, et puis on va inculquer 60% de nos bâtiments de référence à un climat de zone 6 et 40% de nos bâtiments de référence à un climat de zone 7. Alors, donc ensuite, le cœur même de l'étude, donc c'est cette simulation énergétique des 27 bâtiments dans chacune des zones climatiques à l'aide de l'outil de simulation thermique dynamique d'Heliox Exchange. Donc, comme Pierre-Olivier l'a dit en présentation, je travaille pour cette firme. Et en fait, c'est une plateforme qui émet des outils qui permettent donc de massifier une analyse de type simulation thermique dynamique. Simulation thermique dynamique, en fait, c'est un moteur de calcul qui permet de calculer les besoins thermiques, énergétiques d'un bâtiment. Et en fait, ça va nous permettre de créer comme un avatar, comme une représentation du comportement énergétique d'un bâtiment. Donc là, en fait, on a créé 52 avatars jumeaux numériques pour pouvoir en analyser leur comportement du point de vue énergétique, et puis pouvoir analyser ensuite des rénovations sur chacun de ces avatars énergétiques, sur chacun de ces bâtiments de référence simulés. Ensuite, on va définir le poids de chacun des bâtiments de référence dans le parc résidentiel. Donc là, on a utilisé les données de Ressources Naturelles Canada pour pouvoir définir la part de chacun de nos bâtiments de référence dans le parc. Donc, ce qui va nous permettre ensuite, en agrégeant les valeurs, de pouvoir définir concrètement, de pouvoir représenter concrètement la part de chacun de nos bâtiments de référence dans l'intégralité du parc. Donc, la part de la consommation de chacun de nos bâtiments de référence dans l'intégralité du parc. Ensuite, on a simulé 13 actions de performance énergétique. Donc, j'entends par là 13 rénovations types sur chacun de nos bâtiments de référence. Donc là, on parle de l'isolation du toit, l'isolation des murs, le double vitrage, le triple vitrage, l'amélioration de l'étanchéité, la mise en place d'une thermopompe, la mise en place d'une thermopompe géothermique, l'éclairage, le remplacement de l'éclairage par du DEL, des capteurs d'occupation au niveau de l'éclairage, un chauffe-eau haute efficacité, etc., etc. Pour chacun de ces scénarios, donc là on parle de 700 scénarios de rénovation qui ont été simulés, donc 13 qui ont été simulés de manière indépendante, c'est important de le préciser. Donc 13 scénarios de rénovation simulés sur nos 54 bâtiments de référence. Donc voilà, ça fait 700 scénarios de rénovation. Et puis ensuite, on va utiliser la formule suivante afin de calculer le coût du kilowattheure économisé. Donc ça, c'est une formule de coût en fait, qui va être basée sur la durée de vie du produit. On va considérer qu'on emprunte de l'argent pour rembourser l'investissement de départ sur la durée de vie du produit. Puis ensuite, on va calculer le coût final du kilowattheure économisé. Donc, on va pouvoir définir est-ce que ce coût est rentable en se basant sur les coûts moyens de l'électricité d'Hydro-Québec. Donc, on pourra se demander est-ce que dans la première tranche de facturation du tarif B, on est rentable? Est-ce qu'on est rentable dans la première ainsi que la deuxième? Est-ce qu'on est rentable en moyenne? Est-ce qu'on est loin de la rentabilité, etc. Tous ces résultats sont disponibles dans l'étude plus en détail. Maintenant, avant de présenter les résultats, une remarque importante. Donc, les valeurs présentées ici sont des valeurs qui sont approximatives et indicatives. Elles ne peuvent être considérées comme effectives et imputées quelles quelles à la réalité. Des simplifications ont été faites pour agréger différents bâtiments en bâtiments de référence. Une étude plus approfondie de chacune des actions sur chaque bâtiment devrait être réalisée pour estimer avec exactitude les économies et les coûts. Nous rappelons que cette étude est globale et qu'elle a pour but unique
de nourrir la discussion. Donc, c'est ce que je disais auprès. Voilà, on a utilisé des données de référence pour pouvoir créer ces bâtiments, des données globales. On a émis des constats qui peuvent pouvoir peut-être s'éloigner un peu de la réalité. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'on ne peut pas prendre ces chiffres pour acquis, les chiffres que je vais présenter prochainement. Donc voilà, donc là, premier tableau. Alors, premier tableau, c'est les actions de performance énergétique, les scénarios de rénovation offrant les kilowattheures économisés les moins chers par bâtiment dans la zone 6. Donc là, vraiment, le but, en fait, j'ai envie de démontrer qu'entre la zone 6 et la zone 7, on va vraiment avoir, des rénovations qui vont être différentes, des rénovations les moins chères qui vont être différentes, puisqu'on va avoir une situation climatique qui va être différente. Donc là, comme on peut le voir, avant 83, bon, l'éclairage d'EL arrive en tête de file. C'est la même chose pour 83-2005, parce que bien sûr, l'éclairage d'EL permet de faire des économies d'énergie qui sont rapides et à très bas coût. Puis ensuite, après 2005, ça va être plus contrasté. Là, par contre, sur ce type de rénovation, on va pas avoir de très grosses économies d'énergie. L'éclairage d'EL, ça permet d'en faire à bas coût, mais ça ne permet pas d'en faire beaucoup. Par contre, là, si on va en zone 7, on se rend compte que le tableau est beaucoup plus contrasté. C'est-à-dire qu'avant 83, les thermopompes vont être considérées comme les rénovations ayant le kilowattheure économisé le moins cher. Pourtant, l'investissement de départ pour une thermopompe est bien plus important que l'investissement sur un éclairage d'EL, mais on se rend compte qu'au final, c'est bien plus rentable de mettre un investissement de départ plus élevé pour faire des économies d'énergie beaucoup plus conséquentes. Puis là, ensuite, on a l'étanchéité. La PE numéro 3, c'est l'isolation des murs. Donc là, on va avoir vraiment un panel beaucoup plus contrasté qui va permettre de faire des économies d'énergie qui seront beaucoup plus conséquentes. Enfin, donc là, c'est un résumé rapide des térawattheures qu'on pourrait économiser pour un coût du kilowattheure de moins de 9,5 centimes. Voilà, donc là, on a les thermopompes, théopompes géothermiques, isolation des murs, double vitrage, triple vitrage, éclairage d'EL. Donc là, j'ai juste sélectionné les plus intéressants, ceux qui font les économies les plus conséquentes à des coûts les plus intéressants, des coûts qui sont en dessous des 9,5 kWh par mètre carré. À gauche, c'est avec un taux d'intérêt de 3%. À droite, c'est avec un taux d'intérêt de 0%. Donc, on voit qu'il y a un ajout conséquent de térawattheures économisés pour un coût inférieur à 9,5 centimes par kilowattheure lorsque le taux d'intérêt est de 0. Donc, ça va nous permettre d'émettre d'autres recommandations. Donc, voilà ce que j'ai utilisé comme analyse de sensibilité pour mon résultat. Donc voilà, donc enfin les recommandations. Donc la première recommandation, c'est ajuster les politiques incitatives en fonction des bâtiments et des zones climatiques. Comme je viens de le présenter, on voit qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures entre les bâtiments de la zone 6 et de la zone 7. Donc si on voulait avoir une politique en termes d'efficacité énergétique qui soit peut-être plus équitable. Aujourd'hui, on est sur un système qui est égalitaire. Là, on pourrait être sur quelque chose qui soit plus équitable, qui prendrait en considération la réalité des bâtiments qui se trouvent dans les différentes zones climatiques, la réalité des types de bâtiments, la réalité des âges de construction des bâtiments, etc. Ça nous permettrait peut-être d'axer au mieux et d'axer les capitaux au mieux sur les rénovations énergétiques qui permettraient les plus gros gains au meilleur coût. Ensuite, promouvoir l'amélioration de l'isolation ainsi que la mise en place de thermopompes, parce que c'est clairement les 2 rénovations qui permettent de faire les plus gros gains au meilleur coût. Alors, j'aimerais cependant nuancer entre la mise en place de thermopompes et l'isolation. Je pense que l'isolation, si on considère la pointe sur le réseau, on sait que c'est aussi un gros enjeu au Québec, c'est la pointe sur le réseau d'Hydro-Québec. Puis maintenant qu'on va avoir l'électrification des transports, va falloir libérer de la puissance justement pour pouvoir charger les véhicules.
La thermopompe, lorsque le climat est très froid, ne permet pas d'avoir un rendement qui soit conséquemment plus élevé qu'une plainte électrique. Donc, ne permettra pas de réduire la pointe, alors que l'isolation du bâtiment permet de diminuer les besoins thermiques d'un bâtiment. C'est-à-dire que on va diminuer de facto la pointe de consommation lorsqu'il fait très froid. Il y a des chiffres, on a fait des simulations là-dessus, tout est dans l'étude. On a comparé les deux avec des plaintes, avec des thermopompes, sur des bâtiments distincts, et vous pouvez les retrouver dans l'étude. Ensuite, mettre en place une politique d'emprunt incitative à la rénovation énergétique. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'analyse de sensibilité, où on se rendait compte que d'avoir des prêts à taux zéro, peut-être, comme c'est le cas en France, donc il y a des prêts à taux zéro pour les rénovations énergétiques, permettrait en fait d'augmenter notre potentiel d'efficacité énergétique et d'en réduire le coût. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on a ajouté des térawattheures potentiels à économiser. Et puis enfin, moderniser l'analyse de l'efficacité énergétique au Québec. Donc, pourquoi pas utiliser en fait ces nouveaux outils, comme j'ai utilisé dans mon étude, pour pouvoir massifier notre analyse, pour pouvoir massifier et démocratiser en fait la simulation thermique dynamique, qui est la meilleure manière de pouvoir calculer précisément les besoins thermiques, ce qui va être précisément les économies d'énergie qu'on va faire. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Maintenant, je vous laisse la parole. Je vous laisse poser vos questions. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier encore une fois Pierre-Olivier. Puis, merci. Merci beaucoup, Adrien. Il y a peut-être il y a des questions qui ont été posées, mais dès le début, il y a des gens qui ont posé des questions sur la source des données pour le parc résidentiel. Peut-être que tu peux dire quelques mots sur d'où viennent tes données de caractérisation du parc résidentiel au Québec. Ouais, alors tout vient de Ressources naturelles Canada, l'étude qui a été faite en 2018. Donc tout est disponible sur le site. Alors juste une seconde, j'essaie de retrouver le nom. J'ai mis le site dans les réponses. Alors le site en tant que tel, il est là. Il est communiqué. Okay, la majorité des données qui ont été utilisées viennent de Ressources naturelles Canada, parce qu'ils ont quand même un panel de statistiques importantes. Donc la majorité vient de Ressources naturelles Canada. Une question de Feriel Haché, et je m'excuse si je prononce mal le nom. Qu'est-ce que tu utilises dans l'analyse de rentabilité pour comparer un projet de thermopompe contre de l'éclairage au DEL? En fait, pour l'étude de rentabilité, je vais utiliser les kilowattheures qui vont être économisés par année, le coût de l'investissement de départ et puis la durée de vie du produit. Et donc, sur la durée de vie du produit, je vais calculer avec le taux d'intérêt la rentabilité d'un éclairage LED vis-à-vis une thermopompe. Merci. Martin Tremblay pose la question par rapport au tarif D. Si on avait fait le calcul sur le tarif Flex D, qui est le nouveau tarif dynamique d'Hydro-Québec, qui donne un rabais constant sur toute la consommation, sauf aux heures de pointe, où là, on rajoute 50 cents durant certaines périodes de pointe critique. Donc, pas toutes les heures de pointe, mais seulement certaines heures de pointe critique. Est-ce que tu penses que ça aurait eu un effet considérable ou négligeable sur les résultats? Je pense que ça aura un effet considérable, notamment spécialement sur la rentabilité de l'isolation des bâtiments, parce que comme je l'ai énoncé, ça réduit le besoin thermique. Les périodes de pointe, je pense que c'est majoritairement les périodes où il y a plus de chauffage. Donc c'est là où justement les tarifs vont être voués à augmenter. Je ne connais pas les rouages exacts de la tarification, mais logiquement, c'est quand la demande est la plus élevée, on va mettre un tarif plus élevé pour inciter les gens à consommer moins à ce moment-là, pour pouvoir contrôler notre demande. Donc je pense que ça pourrait augmenter la rentabilité de l'isolation des bâtiments, puisqu'on va avoir des gains justement à ces horaires-là. Merci. Une question de David Pinault. Quelles sont les hypothèses en efficacité énergétique utilisées pour les chauffe-eau haute efficacité? Alors, les hypothèses utilisées, il y a alors de tête, je ne sais plus, mais le coefficient de performance de notre chauffe-eau, je crois qu'il est
de 0,9. Là, de tête, je ne sais plus, mais je dirais que c'est 20 à 25% plus efficace qu'un chauffe-eau traditionnel. Et puis après, c'est une consommation d'eau qui est par personne, une consommation d'eau par personne fixe, quoi, journalière par personne. Et dans chacun des ménages, on a calculé un nombre de personnes moyen en fonction du type de bâtiment. Donc, il y aura plus de personnes. Mais là, de tête, je ne peux pas vous les dire, mais tout est documenté. Et puis, si vous avez des questions plus précises, justement, je peux sortir ce genre de données. Merci. André Mercier pose la question de l'impact du toit vert ou blanc sur la consommation d'énergie pour le chauffage ou la climatisation. Est-ce que c'est quelque chose dans l'étude? Je ne pense pas que ça a été fait, mais est-ce que tu peux commenter sur l'impact d'un toit blanc ou d'un toit vert sur la consommation d'énergie? C'est sûr qu'un toit blanc, ça va refléter le soleil, donc les calories qui seront apportées par le soleil, alors qu'un toit un toit noir comme on a l'habitude d'avoir, ça ne le fera pas. Par contre, un toit vert, donc on parle de toit végétalisé, je pense. Oui. Ok, je pense que la plus grosse problématique du toit végétalisé, c'est que il y a beaucoup de bâtiments, notamment plus anciens, où les infrastructures ne vont pas permettre de pouvoir mettre plus de poids, en plus avec la neige en hiver au Québec. Donc, je ne suis pas convaincu que ça soit, en tout cas sur la rénovation de bâtiments, la meilleure chose à faire. Peut-être mieux d'isoler directement le toit avec des techniques qui seront beaucoup plus performantes au final que de juste mettre un toit vert. Par contre, sur des nouvelles constructions, je pense que c'est une très bonne idée, comme c'est par exemple le cas à la Maison du développement durable à Montréal. Ils ont fait un toit végétalisé. Voilà. Une question intéressante de Sébastien Comazzi. Lors d'une présentation Négawatt qu'on n'a pas vu, enfin que je n'ai pas vu personnellement, mais les interventions par geste, un petit peu comme tu as fait dans ton étude, isolation, thermopompe, LED, étaient remises en question par rapport à une rénovation globale du bâtiment pour arriver à une basse consommation. Alors, est-ce que tu peux commenter sur cette approche action par action par rapport à une analyse globale et qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire d'après toi? Ouais, en fait, là, moi, dans mon analyse, là, ce que j'étudie, c'est, donc voilà, comme vous l'avez dit, je sépare action entre actions pour pouvoir les comparer entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir des effets croisés lorsqu'on fait plusieurs rénovations en même temps. Donc, bien entendu, on peut pas juste les additionner et dire, bon, si on fait l'isolation, si on fait ça, on ne peut pas les additionner. Donc, c'est sûr qu'une approche plus globale sur le bâtiment, ça serait une approche plus précise et plus intéressante. Et puis, lorsqu'on va faire, par exemple, l'isolation de façade et qu'on va amener du gros œuvre sur le bâtiment, c'est sûr que ça vaudra peut-être la peine de refaire aussi le toit, de refaire plusieurs choses, l'étanchéité, changer les fenêtres, etc. On ne va pas juste faire une chose après l'autre, que ce soit d'un point de vue du coût, d'un point de vue de l'étude énergétique qui va être fait au préalable. Là, comme dit, c'est une étude très macro que j'ai fait. Mais ensuite, c'est du cas par cas, quoi. Il faudrait du cas par cas, ou alors partir sur un type de bâtiment et dire, bon, voilà, on va juste analyser les maisons unifamiliales au Québec qui ont été construites avant 83, par exemple, et puis on va faire plusieurs scénarios, mais des scénarios globaux de rénovation. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de le faire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas les additionner. Quand on rénove au global, ça va avoir des effets croisés, donc ça va avoir moins on va faire moins d'économies d'énergie que si on les additionnait. Mais c'est sûr qu'une étude au global, moi je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire, plutôt que de faire petite étape par étape. Merci. Jean-Philippe Pardy nous demande, est-ce que nous avons comparé les résultats de l'étude avec le potentiel technico-économique en efficacité énergétique récemment déposé pour HQD? Et donc, ça, c'est sorti en septembre. La nouvelle étude est sortie. Adrien, si tu veux commenter. Cette étude, elle a été faite en début d'année 2021, enfin courant 2021. Donc non, il n'y a pas eu de comparaison qui a été faite, en tout cas pas de comparaison par écrit. Mais on a Adrien a comparé avec des études précédentes qui ont été faites il y a maintenant autour de 10 ans, et les résultats les ordres de grandeur sont semblables, mais les approches très différentes. C'est ça. En fait, c'est sûr que ce qui ressort à chaque fois, étant donné que la part du lion, c'est le chauffage,
ça va être tout ce qui va toucher à la thermique du bâtiment. Ça va être toujours les grands axes, c'est isolation, fenêtre, thermopompe. Vraiment, c'est vraiment les trois points qui vont sortir à chaque fois du lot, quoi. C'était la deuxième question de David Pinault. Quel est le meilleur retour sur un investissement pour des investissements tels que les thermopompes ou l'isolation? Tu veux recommander en quoi, en année ou? Le retour sur là, je pense que c'est un peu retour sur l'investissement ou le plus rentable entre les deux. Entre le thermopompe et l'isolation. C'est la thermopompe. C'est la thermopompe. Après, la thermopompe, elle a une durée de vie qui est plus faible que l'isolation. Et puis, comme je l'ai énoncé, la thermopompe, elle ne permet pas, lorsqu'il fait très froid, un rendement supérieur aux plaintes électriques. Donc, lorsqu'il fait très froid, si on parle d'un point de vue de la demande d'énergie, donc là, si on parle plus global, pas au point de vue de l'individu qui possède une maison et donc du coup qui va avoir la meilleure rentabilité, si on parle au niveau de tout le parc, ça peut être intéressant de travailler plus sur l'isolation et donc de réduire en fait les besoins thermiques plutôt que juste améliorer le rendement de notre système de chauffage. Merci Adrien. Il y a eu d'autres questions, on ne va pas rentrer dedans, sur les thermopompes géothermiques et puis il y avait des questions sur les performances dans des grands froids des nouvelles thermopompes, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que l'heure est écoulée. Je te remercie beaucoup Adrien. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette étude-là parce que justement, elle montre qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut surtout faire des analyses beaucoup plus précises comme tes recommandations l'indiquent, et qu'aujourd'hui, au Québec, on n'a pas ce genre d'analyse faite de manière plus systématique. Alors, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci encore une fois à Adrien et à Christian d'avoir présenté. Leurs travaux sont disponibles sur le site de la chaire et on vous remercie. L'enregistrement va aussi être mis en ligne bien rapidement. Alors, bonne fin de journée à tous et suivez les activités de la chaire sur le site de la chaire. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.